Le message est arrivé à 15h47 un mardi. J'ai fixé l'écran en laissant l'audace pure de ce texte m'envahir. Cela faisait 8 mois que je n'avais pas entendu un seul mot de leur part. 8 mois d'un silence punitif absolu. Mais il y a exactement 4 heures, un magazine économique a publié un portrait évaluant mon empire hôtelier à 85 millions d'euros. Soudain, le silence a été rompu. Je ne leur manquais pas. Ils ont juste réalisé que j'étais enfin solvable. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez. Avez-vous déjà eu des gens qui ont ignoré vos luttes pour réapparaître soudainement lors de votre succès? Je veux entendre votre histoire. Je suis sorti du café et je me suis dirigé vers ma voiture. Le soleil de fin d'après-midi frappait le pavé mais je me sentais glacée. Froide de cette manière creuse et spécifique que seule la famille peut vous faire ressentir. J'ai déverrouillé la portière de ma Porsche Taycan, le clic discret résonnant dans le parking calme. C'était une machine magnifique, profilée et puissante, achetée avec les dividendes de ma propre sueur et de mes nuits sans sommeil. Mais en me glissant sur le siège conducteur, je ne pensais pas à la voiture. Je pensais à il y a 8 mois. Je pensais au jour où j'avais obtenu mon diplôme d'une grande école de commerce avec mon master en management hôtelier. J'avais traversé cette scène dans un océan de robes noires, mon nom résonnant dans les haut-parleurs. Je me souvenais des lumières vives m'éblouissant alors que je regardais dans l'auditorium, cherchant. Je ne cherchais pas d'applaudissements. Je cherchais juste un visage. N'importe quel visage qui m'appartenait. Il n'y avait personne. Le siège que j'avais réservé pour ma mère Béatrice était vide. Le siège pour mon père Jean-Pierre était vide. Ma sœur aînée Margot et mon jeune frère Théo, vide. J'ai accepté mon diplôme avec un sourire qui semblait sculpté dans le verre, terrifié à l'idée qu'il se brise si je bougeais trop vite. 2 heures avant la cérémonie, ma mère m'avait envoyé un SMS. Migraine, je ne peux pas faire la route. Nous fêterons cela une autre fois, ma puce. Je voulais la croire. Je voulais croire qu'un mal de tête était la seule chose l'empêchant de voir sa fille cadette accomplir quelque chose pour lequel elle avait travaillé pendant 6 ans. Mais nous vivons à l'ère des preuves numériques. Plus tard cette nuit-là, seule dans mon studio avec un plat à emporter et une bouteille de vin bon marché, j'ai ouvert Instagram et c'était là. Théo avait posté une story, la vie de château avec la famille. L'heure de publication datait de cet après-midi-là. J'ai regardé le clip de 15 secondes en boucle. Il y avait mon père tenant un cigare et riant de quelque chose que Théo disait. Il y avait ma mère, la femme à la migraine invalidante, sirotant du champagne avec un chapeau de soleil, l'air radieuse. Il y avait Margot posant en bikini. Il faisait la fête. Il ne me fêtait simplement pas, moi. Il célébrait le 25e anniversaire de Théo, qui était en fête dans 3 jours, mais apparemment assez proche pour justifier de manquer ma remise de diplôme. Je n'ai pas gaspillé d'énergie en larmes. J'ai simplement calculé le déficit émotionnel, je les ai bloqués de mes stories et je me suis remise au travail. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'avais pas de famille. J'avais un groupe de personnes qui partageaient mon ADN et toléraient occasionnellement ma présence quand cela ne parasitait pas leurs loisirs. Maintenant, 8 mois plus tard, mon téléphone était posé sur le siège passager, brillant de l'exigence de mon père. Réunion de famille, ne sois pas en retard. La plupart des gens regarderaient ce message et verraient un père qui tend la main. Ils verraient une branche d'olivier. Mais moi, j'y voyais le piège. C'est une sorte spécifique de violence psychologique qui se produit dans les familles comme la mienne. Quelque chose que j'appelle le piège de la cruauté normalisée. Vous voyez, mon père n'a pas envoyé ce message parce qu'il se sentait coupable. C'était lui qui me punissait. Il croyait vraiment que son silence était un outil disciplinaire. Il pensait m'avoir mise au piquet. Et maintenant que j'étais apparu dans un magazine d'affaires avec une évaluation de 85 millions d'euros, ma punition était terminée. J'avais prouvé ma valeur. J'étais autorisé à revenir à l'intérieur. Il ne voyait pas son comportement comme cruel. Il le voyait comme l'ordre naturel des choses. J'étais l'actif qui avait enfin mûri. Il ne demandait pas pardon. Il percevait ses dividendes.
Il s'attendait à ce que je sois reconnaissante de l'invitation à revenir en courant comme un chien qu'on avait laissé dehors sous la pluie, juste heureux que la porte s'entr'ouvre enfin. Mais je n'étais plus cette fille. Je n'étais plus la fille scrutant la foule pour un visage qui ne se montrerait jamais. J'ai démarré la voiture, le moteur s'éveillant avec une puissance silencieuse et mortelle. Je n'allais pas à ce dîner pour me réconcilier. J'y allais pour clôturer le compte. J'ai engagé la marche avant et je me suis engagée sur la route. Ils voulaient une réunion de famille. Très bien. Je leur en donnerai une qu'ils n'oublieraient jamais. J'ai conduit vers le sud, m'éloignant de la ville pour me diriger vers la côte. Le paysage est passé de l'acier et du verre aux collines vallonnées et aux vignobles. Mais ce n'était pas la région viticole pittoresque que l'on voit dans les brochures. C'était le bord de la décadence. J'ai tourné dans la longue allée sinueuse du domaine que mon arrière-grand-père avait construit. C'était impressionnant autrefois, mais maintenant, alors que mes pneus crissaient sur le gravier, je voyais le pourrissement. Les vignes étaient envahies et sauvages, étouffant les treillis. La maison principale, un manoir tentaculaire qui avait autrefois fait l'envie du département, ressemblait à un vieil homme fatigué. La peinture s'écaillait en longues bandes grises. Un volet pendait de travers à une fenêtre du premier étage. C'était un monument à la mauvaise gestion et à la gloire passée. J'ai garé ma Porsche juste à côté de la berline de luxe vieillissante de mon père. Le contraste était brutal. Ma voiture était silencieuse, immaculée, une merveille d'ingénierie moderne et d'argent frais. La sienne était une relique d'il y a 10 ans, fuyant de l'huile sur le pavé fissuré, symbole d'un homme essayant désespérément de maintenir une image qu'il ne pouvait plus s'offrir. J'ai attrapé mon porte-documents en cuir sur le siège passager. À l'intérieur se trouvaient les documents qui mettraient fin à cette mascarade. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant. L'air sentait la terre humide et le vieil argent devenu rance. Je suis monté sur les marches et je n'ai pas pris la peine de frapper. L'intérieur était pire. L'air était épais, lourd de l'odeur de poussière et de parfum éventé. Les meubles étaient les mêmes pièces lourdes et ornées qui auraient dû être dans un musée, pas dans une maison. Léa, ma mère Béatrice, est apparue dans le salon. Elle portait une robe en soie que j'avais reconnue d'un gala d'il y a 3 ans. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, son sourire brillant et fragile. Elle s'est précipitée vers moi les bras ouverts comme si les 8 derniers mois de silence n'avaient jamais existé. « Regarde-toi », s'est-elle exclamée en m'attirant dans une étreinte qui ressemblait plus à une contention. Elle s'est reculée, ses yeux scannant ma tenue, calculant le coût de mon blazer, de mes chaussures, et de ce petit projet d'hôtel que tu as, a-t-elle continué, sa voix tombant dans ce registre condescendant familier. Nous avons vu l'article, 85 millions. C'est bien, ma puce. Vraiment bien pour une première petite entreprise. J'ai failli rire. Une première petite entreprise. Elle parlait d'un portefeuille de 5 hôtels de luxe que j'avais construit de toutes pièces pendant que son mari se noyait dans les dettes. Ce n'est pas un projet, maman, ai-je dit, la voix fraîche. C'est une corporation. Son sourire a vacillé pendant une fraction de seconde, puis est revenu en place. Bien sûr, bien sûr. Viens, ton père attend dans la salle à manger. Tout le monde est là. Je l'ai suivi dans la salle à manger. La longue table en acajou était dressée pour 6. Mon père était assis en bout de table, ressemblant à un roi en exil. Son costume était cher, mais usé au coude. À côté de lui se tenait Margot, l'air ennuyé et faisant défiler son téléphone. Théo était là aussi, l'air bronzé et détendu, probablement frais d'une autre vacance à laquelle je n'avais pas été invité. Oncle Bernard, le conseiller financier de la famille qui les avait aidés à ruiner le domaine, versait du vin. La voilà, a dit Jean-Pierre, sans se lever. Il a désigné la chaise vide à sa droite. Assieds-toi, Léa. Nous avons des affaires à discuter. Je ne me suis pas assise. Je suis restée debout au bout de la table, serrant mon porte-documents. Le piège était tendu. L'appât était posé. Il pensait que j'étais la proie revenant dans la tanière. Mais il n'en avait aucune idée. Je n'étais pas la proie. J'étais le chasseur, et j'avais apporté mes propres munitions. Bonjour, Jean-Pierre, ai-je dit.
C'est gentil de ta part de prendre enfin du temps. Assieds-toi, a-t-il ordonné à nouveau, la voix s'aiguisant. Le dîner est servi. Un domestique que je ne reconnaissais pas a apporté un plateau de poulet rôti. Il avait l'air sec. Les légumes étaient rares. Nous mangions dans de la porcelaine qui valait plus que la voiture que Théo conduisait, mais la nourriture elle-même était maigre. Un autre symbole, tout en surface, sans substance. J'ai pris place, mais la serviette est restée pliée. Mon regard a dérivé autour de la table vers les personnes qui partageaient mon sang. Ma mère obsédée par les apparences. Ma sœur perdue dans sa propre vanité. Mon frère, un enfant perpétuel. Mon oncle, un requin sans dents, et mon père, le capitaine d'un navire en train de couler, exigeant que je le salue alors qu'il sombrait. Alors, a dit Jean-Pierre en coupant son poulet. Nous avons vu les nouvelles. Des félicitations sont de mise, je suppose. Bien que j'ai toujours dit que l'immobilier était un marché volatile pour une jeune femme. L'hôtellerie, ai-je corrigé. Je suis dans l'hôtellerie, et le marché semble être d'accord avec moi. Sémantique, a-t-il balayé d'une main dédaigneuse. Le fait est que tu as bien réussi, étonnamment bien. Il a fait une pause, prenant une gorgée de vin. Il savourait ce moment, cette illusion de contrôle. L'entreprise familiale, a-t-il continué, fait face à un défi temporaire de liquidité. L'expansion du terrain de golf et du spa, tu te souviens des plans, a rencontré un obstacle. Des bêtises réglementaires, des retards. Il s'est penché en avant, ses yeux se fixant dans les miens. Nous avons besoin d'une injection de capital pour combler le fossé. Et comme tu as manifestement eu de la chance avec tes petits hôtels, nous avons décidé de te donner une opportunité. Une opportunité, ai-je répété, la voix plate. Oui, a-t-il dit, souriant comme un loup. Une opportunité d'investir, de racheter ta place dans l'héritage. Nous sommes prêts à te laisser entrer en tant qu'associé junior pour un ticket d'entrée de 1,5 million d'euros. La pièce est devenue silencieuse. Théo a ricané. Margot a levé les yeux de son téléphone. Béatrice rayonnait comme s'il venait de m'offrir les bijoux de la couronne. J'ai regardé mon père. J'ai regardé l'homme qui m'avait ignoré pendant 8 mois, qui avait séché ma remise de diplôme, qui m'avait traité comme un fantôme jusqu'à ce que j'aie une valeur nette qu'il puisse exploiter. Et à cet instant, je l'ai vu clairement. Il n'était pas puissant. Il n'était pas un patriarche. C'était un mendiant dans un costume sur mesure. Il essayait de me vendre un billet sur le Titanic après qu'il ait déjà frappé l'iceberg, et il s'attendait à ce que je dise merci. J'ai fixé Jean-Pierre, observant la façon dont il s'adossait à sa chaise, faisant tourbillonner le vin bon marché dans son verre coûteux. Il avait l'air si confiant, si sûr de sa domination. Et c'est là que je l'ai vu. L'illusion. Ce n'était pas seulement de l'arrogance. C'était un mécanisme de survie. C'était un homme debout sur des fondations en ruine, prétendant qu'il était toujours sur un terrain solide. J'ai réalisé alors que le pouvoir n'est pas une question de volume. Ce n'est pas celui qui s'assoit en bout de table. C'est une question de levier. Et Jean-Pierre n'en avait aucun. Il louait son autorité avec une monnaie qui avait expiré il y a des années. Il échangeait sur le souvenir du pouvoir, espérant que je ne remarquerais pas que les comptes étaient vides. 1,5 million, ai-je dit, testant lentement le poids du chiffre. C'est un montant très spécifique. C'est ce que le projet requiert, a-t-il dit doucement. Pour les permis, les matériaux, pour relancer l'expansion. Vraiment. Je n'ai pas cherché mon chéquier. Au lieu de cela, j'ai pris mon porte-documents. Le cuir était frais sous mes doigts parce que d'après mes recherches, l'expansion n'est pas bloquée à cause des permis. Elle est bloquée parce que vous n'avez pas payé les entrepreneurs depuis 6 mois. Le silence dans la pièce a changé. Il est passé d'expectatif à tendu. Qui t'a dit ça, a aboyé Jean-Pierre, sa façade se fissurant. Les registres publics, ai-je dit, ouvrant le porte-documents. J'ai sorti une pile de documents et je les ai fait glisser sur la table en acajou. Ils ont atterri avec un bruit sourd. Des inscriptions de privilèges, des poursuites de 3 entreprises de construction différentes, et ceci. J'ai pointé un document sur le dessus, un avis de saisie sur le domaine principal.
Tu as 8 millions d'euros de dette, Jean-Pierre. Tu n'as pas besoin de capital pour une expansion. Tu as besoin d'un sauvetage pour garder les lumières allumées. Béatrice a eu un hoquet de surprise, sa main volant à sa bouche. Ce n'est pas vrai, Jean-Pierre. Dis-lui qu'elle ment. Le visage de Jean-Pierre est devenu d'un rouge marbré. Comment oses-tu venir dans ma maison et Théo, ai-je interrompu, me tournant vers mon frère. Il s'est recroquevillé sur sa chaise. Ton fonds fiduciaire, celui dont tu te vantes sur Instagram. J'ai fait glisser un autre document sur la table. Il est vide, vidé. Papa a emprunté dessus il y a 3 ans pour couvrir les coûts de fonctionnement. Tu as fait la fête à crédit, petit frère. Théo a regardé Jean-Pierre, les yeux grands ouverts par la trahison. Papa, c'est vrai. Tais-toi, a rugi Jean-Pierre, frappant du poing sur la table. L'argenterie a cliqueté. Ce sont des affaires de famille. On ne déballe pas notre linge sale comme ça. Vous en avez fait mon affaire quand vous avez demandé mon argent, ai-je dit, la voix glaciale. Vous m'avez invité ici sous de faux prétextes. Vous ne vouliez pas d'une associée. Vous vouliez un hôte. Vous vouliez me vider de mon sang pour réparer vos erreurs. Nous t'avons tout donné, a hurlé Béatrice, se levant brusquement. Cette maison, cette vie, tu nous es redevable. Je ne vous dois rien. Je me suis levée, égalant son intensité mais gardant ma voix basse et contrôlée. J'ai construit mon entreprise pendant que vous vous moquiez de moi. J'ai économisé mon argent pendant que vous achetiez des yachts que vous ne pouviez pas vous offrir. Je suis la seule personne à cette table qui sait réellement comment diriger une entreprise. Alors ne me parlez pas de ce que je dois. Espèce de petite ingrate. Jean-Pierre a commencé à se lever pour me surplomber, mais il n'a jamais fini sa phrase car à ce moment précis, la sonnette a retenti. Le son a résonné dans la pièce tendue comme un coup de feu. Tout le monde s'est figé. Nous avons tous regardé vers le couloir. Qui pourrait appeler à cette heure? Vous attendiez quelqu'un d'autre à plumer, ai-je demandé. Jean-Pierre m'a lancé un regard noir, puis s'est précipité vers la porte. Si c'est encore un créancier, je jure. Je l'ai regardé partir, un petit sourire jouant sur mes lèvres. Je savais exactement qui c'était, et je savais que le vrai spectacle allait commencer. Jean-Pierre a ouvert la porte d'entrée et une voix a flotté dans le couloir. Lisse, professionnelle et totalement hors de place dans cette maison du désespoir. Bonsoir. Mes excuses pour l'interruption. Je cherche mademoiselle Léa. Jean-Pierre est revenu dans la salle à manger, l'air confus et agacé. Derrière lui marchait Nicolas. Il était vêtu d'un costume sur mesure qui coûtait plus cher que les meubles, portant une fine mallette. Il a regardé autour de lui, prenant la mesure de la scène. Le poulet à moitié mangé, les visages rouges, la tension, et n'a même pas scié. Mademoiselle Léa, a-t-il dit en hochant la tête vers moi. Qui est-ce, a exigé Jean-Pierre. Et quel acte? Bonjour, Nicolas, ai-je dit, pile à l'heure. J'ai regardé ma famille. Ils étaient confus, en colère, mais surtout effrayés. Ils sentaient un changement dans le vent. Jean-Pierre, Béatrice, ai-je dit. Voici Nicolas. C'est mon courtier. Courtier, a demandé Théo. Pour l'achat que j'ai finalisé aujourd'hui, ai-je dit. Je me suis tournée vers Nicolas. As-tu les papiers? Juste ici, a dit Nicolas, ouvrant sa mallette sur le buffet. Il a sorti un épais document relié dans un papier bleu. Je me suis approchée et je l'ai ramassé. Je me suis tournée vers mon père. Tu as dit que l'expansion était bloquée à cause de bêtises réglementaires, n'est-ce pas? Ce n'était pas tout à fait vrai. C'était bloqué parce que tu ne pouvais pas sécuriser les droits d'eau. Tu avais besoin du terrain adjacent, l'ancienne propriété de la marina. Jean-Pierre a pâli. Cette propriété. Le propriétaire a refusé de vendre. Il me déteste. Il te déteste en effet, j'en conviens. Mais il aime l'argent et il a vraiment aimé mon offre. J'ai laissé tomber le document sur la table juste à côté de l'avis de saisie. Je l'ai acheté, Jean-Pierre. J'ai acheté la marina. Je possède les droits d'eau.
Je possède la route d'accès. Je possède le seul chemin viable pour ton expansion. Le silence dans la pièce était absolu. C'était le silence d'une lame de guillotine suspendue dans l'air, attendant de tomber. Tu l'as acheté, a chuchoté Jean-Pierre. Pour nous, pour aider la famille. J'ai ri. C'était un son sombre et tranchant. Pour vous non. Je l'ai acheté parce que c'est un emplacement de choix pour un nouvel hôtel boutique de luxe. Mon hôtel. Béatrice s'est effondrée dans sa chaise. Margot m'a regardé avec une horreur béante. Mais sans ce terrain, a bégayé Jean-Pierre. Sans l'expansion, le domaine, les prêts, la banque va saisir. J'ai fini pour lui. Vous allez tout perdre. La maison, le vignoble, l'héritage dont tu es si fier. Tu ne peux pas faire ça, a hurlé Jean-Pierre, son visage devenant violet. Je suis ton père. Tu dois nous aider. Tu dois me céder ses droits. Je n'ai rien à faire du tout, ai-je dit calmement. J'ai pris le stylo que Nicolas m'offrait et j'ai signé la dernière page de l'acte. Le grattement du stylo sur le papier était le son le plus fort du monde. Voilà, ai-je dit, rendant le document à Nicolas. C'est fait. Merci, mademoiselle Léa, a dit Nicolas. Je déposerai ceci à 8 heures demain matin. Il a salué la pièce et est parti. J'étais de nouveau seul avec eux. Mais la dynamique avait complètement changé. Je n'étais plus la fille. J'étais la propriétaire. Pourquoi, a pleuré Béatrice. Pourquoi nous ferais-tu ça? Parce que vous me l'avez appris, ai-je dit. Vous m'avez appris que la famille est une transaction. Vous m'avez appris que la valeur se mesure en actifs. Alors, j'ai acquis l'actif ultime. J'ai ramassé mon porte-document. Je vais construire quelque chose de magnifique sur cette marina, quelque chose qui réussira. Et chaque fois que vous passerez devant, vivant dans n'importe quelle location que vous pourrez vous offrir, vous saurez que cela aurait pu être à vous. Tout ce que tu avais à faire, c'était d'être un père. Tout ce que vous aviez à faire, c'était d'être là. Je me suis retournée et je suis sortie de la salle à manger. Jean-Pierre a crié après moi, des menaces, des supplications, des insultes. Je ne me suis pas arrêtée. Je suis sortie par la porte d'entrée, j'ai descendu les marches et je suis sortie dans l'air frais de la nuit. Ma voiture m'attendait. Je suis montée, j'ai démarré le moteur et j'ai descendu la longue allée. Dans le rétroviseur, j'ai vu les lumières de la maison. Elles semblaient petites, insignifiantes. Alors que je tournais sur la route principale, retournant vers la ville et mon avenir, j'ai pensé à la justice. Les gens pensent que la justice est un marteau qui frappe ou une cellule de prison qui se ferme. Mais parfois, la justice est un jardin. Je ne faisais pas que les détruire. Je replantais. Je prenais les ressources qu'ils avaient gaspillées, la terre, l'opportunité, le potentiel, et j'allais faire pousser quelque chose de réel, quelque chose qui durerait. J'étais le semeur et ceci était ma récolte. Cette histoire nous rappelle avec force que les liens du sang ne justifient jamais l'abus ou le mépris. Léa a dû affronter la solitude et le silence punitif de ceux qui auraient dû être son premier soutien. Sa réussite n'est pas seulement financière, elle est avant tout une victoire sur la manipulation émotionnelle. En France, comme ailleurs, la pression familiale peut être écrasante, surtout quand elle se cache derrière des traditions ou des héritages. Mais le respect est une rue à double sens. Il est fascinant de voir comment Léa a transformé sa douleur en une détermination froide et efficace, utilisant les propres règles de son père contre lui. Parfois, la seule façon de se libérer d'un environnement toxique est de couper les ponts de manière définitive et de construire son propre empire sur des bases saines. Que pensez-vous de la réaction de Léa? A-t-elle eu raison d'être aussi impitoyable avec sa propre famille ou pensez-vous qu'elle aurait dû leur laisser une dernière chance malgré tout leur mépris passé? Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez dû choisir entre votre réussite personnelle et une famille qui ne vous soutenait pas?